Monsieur le Président, chers collègues, en conseil municipal de Brest, le 17 juin dernier, j'augurais qu'au lendemain des élections, nous nous lamenterions unanimement du faible taux de participation. Ce présage n'a hélas pas été démenti. Quant aux résultats, ils ont apporté leur lot de déception et de satisfaction. Mais nous ne pouvons en rester là. Je forme ici aussi le vœu que nous sachions à l'avenir faire vivre la démocratie locale, sans quoi nous pourrons continuer à déplorer la désertion des urnes par nos compatriotes. Les campagnes électorales permettent parfois de clarifier les positions. Ainsi, lorsque j'ai pris connaissance, Monsieur le Président, du communiqué publié dans la presse par lequel vous, conjointement avec la maire de Quimper, vous faisiez de la LGV un point fort qui vous faisait prendre parti entre les anciens vice-présidents de M. Le Drian, je me suis dit que je n'avais peut-être pas chanté en vain mes vieilles rengaines. Mais il faudrait que cette bonne résolution ne s'érode pas avec le temps qui passe et qu'au-delà des intentions et des promesses, il y ait de réels engagements. Pour décrocher une programmation et un financement sur les projets qui n'ont pas spontanément la cote dans les instances nationales et européennes, il faut marquer réellement sa volonté, être prêt et saisir les circonstances. Le plan de relance aurait pu en être une si nous avions été prêts. Si nous sommes tous d'accord, apparemment maintenant ici dans le Finistère, pour considérer ce désenclavement comme essentiel pour notre avenir, il va falloir prendre notre destin en main et ne plus nous réfugier derrière un conseil régional qui, depuis Rennes, est relié à Paris en à peine plus d'une heure et demie et a désormais les yeux tournés vers Nantes. Mais votre position avec la maire de Quimper augure sûrement d'une pression possible sur la nouvelle configuration du pouvoir régional. Le 28 avril dernier, le Premier ministre annonçait par courrier à la présidente de la région Occitanie et au président de Toulouse Métropole l'engagement de l'État à hauteur de 4,1 milliards d'euros dans le projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Je crois qu'au total, il y en a pour à peu près 8 milliards. Projet qui avait été acté une première fois, comme le nôtre, au CIAT, au Comité interministériel d'aménagement du territoire de 2003. Cela permettra de mettre Toulouse à 3 heures de Paris, alors qu'il en faut actuellement 4. Ces chiffres nous rappellent quelque chose. Ces collectivités ont forcé la décision en proposant la procédure de la Société publique locale de financement ouverte par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Cela fait des années que l'on veut nous endormir en créant une opposition artificielle entre les gentils trains du quotidien et les méchants TGV. Mais mine de rien, le gouvernement débloque 1 milliard pour Nice-Marseille et plus de 4 milliards pour Toulouse. C'est sûrement justifié, mais notre projet tout autant. La dernière étude prospective de l'INSEE présente des perspectives favorables pour l'évolution de la population active en Bretagne, donnant à notre région une image flatteuse à l'horizon 2040. Mais cette dynamique est liée à une forte attractivité résidentielle à Rennes, Vannes et Saint-Malo, moindre dans le bassin brestois. Tous les autres bassins d'emploi de l'Ouest breton connaîtraient une évolution négative, la faible dynamique brestoise ne suffisant pas à créer un effet métropolitain. Il est à craindre que, sans perspective sérieuse de désenclavement, sans ligne nouvelle qui mettrait la pointe bretonne à moins de 3 heures de Paris, ce scénario se vérifie. Alors que faire pour changer de braquet, si vous permettez cette image cycliste d'actualité? Comme je l'ai déjà suggéré lors du précédent mandat, il faut tout d'abord inscrire clairement nos intentions dans nos SCOT, en travaillant en partenariat avec les autorités voisines du Finistère et des Côtes-d'Armor, concernées par le projet. Ensuite, lancer un plan de réserve foncière en mobilisant la région et son établissement public foncier. Et puis, construire une stratégie d'influence à déployer à Paris et à Bruxelles, et chacun, pour sa part,
peut y contribuer. Malgré le départ de Saint-Nazaire, qui, après l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, ne voyait plus l'intérêt du pôle métropolitain Loire-Bretagne, vous avez souhaité continuer. Pourquoi pas? Mais ça ne peut être pour se contenter de servir la soupe aux autres. Il faut que nous nous y retrouvions. Sont-elles ou non solidaires de notre combat? Au moment où de nouvelles instances se mettent en place dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux, nous pensons le moment bienvenu pour inscrire ce projet vital, en tout cas pour l'avenir de notre collectivité et de tout l'Ouest breton, au premier rang de leurs préoccupations. Alors, changeons de vitesse et de mode et revenons un peu plus près de nous sur le téléphérique. Il a été remis en service sans que nous ayons eu de réponse à nos interrogations sur l'origine des dysfonctionnements et les contentieux avec les entreprises chargées de la conception-réalisation. Et nous découvrirons au prochain bureau que vous proposez une transaction amiable avec la seule entreprise BMF, donc l'entreprise de remontée mécanique, moyennant le versement par cette société d'un chèque, si j'ai bien compris, de moins de 500 € à la métropole. Pour tous ces dysfonctionnements imputables sans doute à BMF, nous n'aurons que 500 €. Vous nous aviez déclaré en Conseil de la métropole du 15 décembre 2020 que la remise en service n'attendait que le feu vert de Bouygues. Bon, depuis, plus de nouvelles de ce côté-là. Et puis ça s'est remis en service quand même, on n'a plus rien entendu de la part de Bouygues. Vous ne nous empêcherez pas de trouver cette affaire du téléphérique de plus en plus nébuleuse. Les Brestoises et les Brestois ont besoin d'être rassurés. Pour cela, ils doivent tout simplement être informés. Je vous remercie.